Take it, something, man. Antoine Quentin, qui est du coup notre second porteur, directeur des réassurances chez la CCR, parce que nous allons parler justement de modélisation et de projection à long terme. Effectivement, alors très rapidement, le régime CatNat, on le sait, subit une pression financière assez importante. Aujourd'hui, il fait couler énormément d'encre, notamment sur son adaptation future. La sinistralité, les taux de sinistralité augmentant, sa pérennité financière est mis en cause, et se pose aussi la question de l'inassurabilité et de la protection de tous. Donc, je vais adresser cette question à notre second porteur. Finalement, quelle adaptation future pour le régime CatNat afin de garder une protection pour tous, et quid de sa pérennité? Merci, bonjour à tous. Alors je vais peut-être frustrer les actuaires, je vais donner très peu de chiffres et je vais très peu parler de modélisation, mais je vais parler du régime et je me permets peut-être, pour commencer, de prendre un contre-pied. C'est-à-dire, avant de parler d'adaptation et ce qui doit changer, je voudrais quand même insister sur ce qu'il faut garder dans le régime CatNat. J'aime souvent faire le parallèle avec le système de couverture agricole, où récemment il y a eu une réforme et on a rebâti quasiment de fond en comble ce système agricole. Sur le régime CatNat, c'est assez différent, puisqu'en tout cas, la conviction de CCR, c'est que les fondements du régime sont bons et qu'il faut les garder. Alors, vous le savez, mais je rappelle ces fondements. Il y a 3 piliers: la solidarité, la responsabilité et l'équité. Et il faut garder ces piliers. La solidarité, elle est principalement matérialisée par le taux de surprime unique, c'est-à-dire que vous soyez en bord de rivière, au rez-de-chaussée ou à 10 km au 5e étage, on vous applique le même taux de surprime. Ce qui fait que dans la pratique, un particulier paye aujourd'hui à peu près 25 € en moyenne pour s'assurer contre les catastrophes naturelles. L'an prochain, il paiera un peu plus cher, mais ça reste abordable, il paiera à peu près 40 €. Et cette solidarité, c'est vraiment le meilleur outil pour qu'un très grand nombre de personnes soient assurées, à peu près 97-98% en France, et on peut faire le parallèle avec ce qui se passe chez nos voisins allemands notamment, où il y a moins d'un Allemand sur 2 couvert contre les inondations. Donc, solidarité. Le deuxième principe, c'est la responsabilité, avec plusieurs choses importantes derrière ce terme de responsabilité. C'est d'entrée de jeu le lien qui a été prévu entre l'indemnisation et la prévention. Dès 1982, dans la loi, il y avait un lien très fort entre l'indemnisation et la prévention. Alors, à l'époque, on n'a pas forcément fait le travail jusqu'au bout d'un point de vue opérationnel, et notamment, j'en reparlerai, sur la prévention individuelle, mais ce lien existe, et c'est notamment, on a créé les plans de prévention des risques en même temps que la loi sur le régime CatNat. Et puis enfin, l'équité, c'est on applique les mêmes critères de reconnaissance pour tout le monde, et donc voilà, tous les assurés se voient appliquer les mêmes règles, et donc ça aussi, il faut le garder. L'autre chose qu'il faut garder, c'est le partenariat public-privé, puisque finalement, l'idée assez novatrice en 82, c'était de s'appuyer sur un secteur de l'assurance qui a une agilité dont c'est le métier pour gérer les sinistres, pour distribuer la garantie, et puis sur le public pour garantir la solvabilité du système. Et ça aussi, il faut le garder. Je pense que si on passait à un système 100% privé, on aurait des problèmes de non-assurance et de très grande diversité de la réponse. Et puis si on passait à un système purement public, je ne suis pas sûr qu'on saurait aussi bien gérer les sinistres. Alors, ceci étant dit, il y a quand même quelques adaptations. Alors, je vais penser à Thierry, qui va rester peut-être plus dans sa zone de confort, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations, je pense, qui sont en cohérence avec le rapport que la mission Langrenay a sorti récemment. Alors, quelques pistes. La première, et déjà, il y a une grande étape qui a été faite l'an dernier, c'est assurer l'équilibre financier du régime. Donc, vous savez que le taux de surprime va passer à 20% l'an prochain. Si le régime est à l'équilibre, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde continue à être assuré. Ces dernières années, quasiment depuis 10 ans, le régime était en déséquilibre, et c'est vrai que ça pouvait inciter les assureurs à moduler leurs tarifs de base, à faire de la sélection. Donc, vraiment un enjeu très fort de maintenir l'équilibre. Alors, il y a une première étape qui a été faite, mais sans doute qu'il faudra aller au-delà en révisant régulièrement
la surprime CatNat pour qu'elle soit en cohérence avec le risque que l'on couvre. Ceci dit, la réponse tarifaire, elle n'est pas suffisante, et donc il faut aller au-delà. Donc quelques autres pistes. Il y a un sujet qui est le sujet de la connaissance des risques, de la cartographie des risques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une cartographie partielle, partielle en termes de péril couvert, partielle en termes de territoire. Voilà, les communes dotées d'un PPR disposent d'une cartographie, mais il y a une grande partie du territoire qui ne dispose pas de cartographie. Donc on a besoin d'une cartographie nationale, avec peut-être un point, c'est un petit point de divergence par rapport à la mission, le rapport de la mission, c'est qu'on pense que la mission parle de zones rouges, oranges et vertes, et nous on pense qu'il faut même aller un peu au-delà avec des zones qui vont devenir inassurables mais inhabitables, et donc il faut oser réfléchir à des zones qui seront très réduites, hein, mais on sait qu'avec le phénomène du trait de côte, avec des risques en montagne, certaines zones vont devenir inhabitables, et donc il faut qu'on traite ce point. On a aussi un autre sujet, c'est celui de ce qu'on appelle l'observatoire de l'assurabilité. Il y a des avis, je pense, très divergents au sein du secteur de l'assurance. Certains assureurs disent que la sélection des risques, aujourd'hui, c'est de la légende urbaine. D'autres assureurs qui nous disent que c'est quasiment trop tard. Je pense que la réalité est un peu entre les deux. Et donc, on a besoin d'avoir un peu une photo de la présence des assureurs dans les zones à risque. Alors, sans forcément... sans dénoncer, sans faire du name and shame, mais d'avoir une photo, et ça, on pourra nous y contribuer. Et puis, une fois qu'on aura fait cette photo, il faut réfléchir aussi à des mécanismes de soutien à l'assurabilité. Alors, CCR apporte sa pierre. On est en phase de clôture des négociations avec les assureurs sur ce qu'on appelle le commissionnement de notre schéma de réassurance. Et pour la première fois, on a intégré des critères pour récompenser, pour inciter à l'assurabilité. On verra l'impact de ce commissionnement et puis les conséquences aussi de cet observatoire, et puis on verra s'il faut aller plus loin par la suite. Enfin, peut-être le plus important, c'est le renforcement de la prévention, et notamment de la prévention individuelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de prévention, mais surtout en matière de prévention collective. Il faut rappeler que grâce au régime CatNat, on a financé le fonds Barnier, créé en 1995. Et donc, il y a énormément de choses qui sont faites en matière de prévention collective, mais la prévention individuelle ne fonctionne pas bien. Et donc, il va falloir réfléchir à des mécanismes pour inciter les assurés à mettre en place des mesures de prévention individuelle, et je pense notamment au phénomène de sécheresse géotechnique, où il n'y a quasiment rien qui existe. Il y a des choses pour les nouvelles constructions, mais pour les constructions existantes, il n'y a rien qui existe, alors que c'est le péril le plus coûteux pour le régime. Et dernier point, pour développer cette prévention, il y a bien sûr des dispositifs publics à mettre en place, mais il y a aussi, ça a été dit en introduction, à réfléchir à une filière. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière vraiment industrielle sur la réduction des risques, et c'est un enjeu majeur, je pense, pour les années à venir. Merci beaucoup, Antoine Quentin. Alors, je vais commencer par cette question. Comment déterminer l'effort juste pour l'assurer? Effectivement, on a quand même un cas très, très concret entre, d'un côté, les limites planétaires, et de l'autre, les planchers sociaux. Et donc, comment déterminer cet effort juste, d'une part, dans quelle mesure, quel équilibre y a-t-il à avoir entre le régime de solidarité et l'assurance telle qu'on la pratique aujourd'hui, et je vais commencer encore une fois par vous, Thierry Langreney, puisque cette fois vous êtes sur votre zone de confort. Non, pas du tout. L'adaptation, c'est pas du tout ma zone de confort. L'assurance, un peu plus. Je suis OK. L'effort juste. L'effort juste, il est proportionné à la capacité à faire de chaque acteur économique. On sait qu'on a une disparité de revenus et de patrimoine parmi les ménages. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, la surprime CatNat est fixée en pourcentage d'une prime multirisque habitation, d'une prime voiture, qui elle-même est proportionnée au moins ce patrimoine. Donc il y a une belle proportionnalité, et on est dans le respect de l'équilibre, si je puis dire, entre contribution et, j'allais dire, rétribution, ou en tout cas patrimoine des ménages.
Donc ça, j'y crois essentiellement, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas proposé de modifier le taux pour ne pas introduire des disparités liées évidemment à l'exposition au risque qui pourrait être déconnectée du patrimoine et des revenus. On sait qu'aujourd'hui, notre régime est insuffisant en matière de prévention, et spécialement de prévention individuelle. Donc il faut un nouvel effort de prévention individuelle. Et là encore se pose la question, qui doit payer cet effort? Aujourd'hui, il est payé de manière collective, donc à travers l'impôt, donc à nouveau à travers les revenus et le patrimoine qui se traduisent par des impôts proportionnels. Mais demain, sur la prévention individuelle, l'effort de prévention ne sera plus proportionné seulement au patrimoine ou au revenu, il sera proportionné au risque. Et pour le faire de manière, entre guillemets, intelligente, on propose d'inventer cette cartographie qui induira des obligations de prévention différenciées et donc adaptées à l'environnement. Et donc le défi, c'est de faire en sorte que cette prévention qui est juste techniquement, si je puis dire, le soit aussi économiquement et socialement. Comment faire ça? On a introduit tout un panier, un bouquet, si je puis dire, de mesures pour rendre la prévention individuelle supportable et l'effort proportionné aux revenus de chacun. Premièrement, une mesure qui fait l'unanimité contre elle. La mesure concernant les résidences secondaires. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, mais il y a une magnifique consensus contre ça. Et donc, il est tout à fait normal que ce soit le fonds Barnier qui paye les protections anticyclones des maisons de 10 millions d'euros sur la Côte d'Azur, sur la côte ouest ou aux Antilles, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ça ne pose aucun problème. Moi, ça m'en pose un, sincèrement. Deuxièmement, les grands risques industriels qui ont aussi un tout petit peu de moyens, en tout cas un peu plus que l'exploitant agricole ou le particulier ou le professionnel, n'auraient pas non plus d'incitation à investir dans la prévention à travers ce qu'on a proposé, c'est-à-dire la liberté des tarifs et des franchises. Je pense personnellement que ça mérite sérieusement réflexion. Et puis pour le reste, l'effort, encore une fois, l'effort brut, il est fixé par l'environnement, par l'exposition au risque. L'effort net, il doit être amodié, atténué par un ensemble de prises en charge, que ce soit des subventions départementales, régionales ou un crédit d'impôt, et des crédits à taux zéro, comme ce qui peut exister par ailleurs. Donc, je veux dire, il faut regarder le problème en face. La prévention est un investissement nécessaire. La CCR a montré que chaque euro investi a un rendement extraordinaire. Donc, il faut le faire. Il faut juste que la société s'organise pour subventionner ça de la même manière qu'on subventionne la prime d'assurance. Alors, merci beaucoup. Donc, sur les 5 minutes restantes, je vais peut-être donner la parole à Hélène Ndiaye sur ce sujet. Alors, nous, on fait partie des assureurs qui pensons qu'il y a quand même déjà un retrait des assureurs, je tenais à le dire. Et on n'est pas tout seul, parce qu'il y a eu la une des Échos il n'y a pas très longtemps avec la carte des résiliations qui montrait bien le phénomène qui est à l'œuvre. Voilà, je ferme la parenthèse. Moi, ce que je pense aussi, c'est que, on le sait tous, l'impact des risques climatiques va doubler à un horizon plus ou moins certain selon les scénarios du GIEC qu'on utilise. C'est une certitude. Il n'y a pas d'aléa, il n'y a plus d'aléa, il n'y a plus de risque. Donc, le sujet, c'est comment on paye et qui paye. Et donc, effectivement, ça rejoint la question de quel est le juste prix pour les assurés. Et donc, je pense qu'effectivement, un partenariat privé-public est incontournable. Et après, il faut qu'on se répartisse la charge. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de place à un système assurantiel classique, en fait, puisqu'il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus de risques.
là où je rejoins M. Langrenay, il sait qu'on est complètement d'accord, c'est qu'évidemment, on ne parle pas de maisons secondaires, hein, on parle des gens qui n'ont pas d'autre choix que de vivre où ils habitent. Hein. Il y a un sociologue anglais qui a parlé de somewhere et anywhere. Hein. On parle des somewhere, de ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'habiter dans un lieu qui peut être exposé au risque climatique. Et on ne parle évidemment pas de leurs tableaux et leurs piscines. Hein. On parle de ce qui est essentiel pour pouvoir y vivre. Et c'est pour ça que nous, on s'était dit, finalement, quel est un système qui permettrait de supporter au niveau national, entre les assurés, les assureurs et l'État, le financement de ces coûts. Eh bien, ça nous a fait penser au système de santé. Aujourd'hui, on n'est pas du tout choqué que quand vous avez besoin de souscrire un contrat santé, il n'y a aucune sélection médicale. Vous avez une couverture minimale socle de base. Eh bien, ça serait un petit peu la même idée sur le climat. Alors évidemment, ça n'a pas fait consensus parce que, je le comprends, je sais que c'est compliqué. C'est comme quand on parle de pool de réassurance. C'est pourtant ce qui a été proposé sur le risque agricole et malgré tout, on ne le veut pas sur le risque climatique. Je comprends les complexités opérationnelles, mais il faut juste se regarder en face, on en est là. C'est-à-dire on a un coût certain. Et l'idée, c'est de savoir comment on fait porter aux assurés ce qu'ils peuvent supporter, ce qu'on fait porter aux assureurs et ce qu'on fait porter à l'État. Et après, effectivement, se pose la question de la prévention qui est, j'en suis complètement d'accord, essentiel. Et là aussi, dans les discussions qu'on avait eues d'ailleurs ensemble, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui la prévention auto, elle est financée par les assureurs. Il devrait y avoir la même chose, une part du chiffre d'affaires qui est consacrée à la prévention climat. Avec une difficulté, c'est que la perception des assurés sur le risque climatique et la vulnérabilité de leur logement et pas encore au rendez-vous. Alors, je ne parle pas des gens du Pas-de-Calais, évidemment, hein, mais nous, quand on est allé voir des sociétaires en leur disant « vous bénéficiez du dividende écologique, à savoir la gratuité du diagnostic », eh bien, on n'a pas eu 100% de répondants, alors qu'on leur finançait le diagnostic de vulnérabilité de leur habitat. Donc, il y a tout un sujet de pédagogie, de prise de conscience, avec un sujet, alors bon, c'est moins mon territoire naturel pour le coup, ma zone de confort, mais un sujet politique qui est que si on commence à dire à des gens, et c'est le problème de la cartographie et des zones noires, si on commence à dire à des gens, attention, vous habitez dans une zone noire, je pense que pour le tissu économique local, donc ça veut dire c'est plus habitable, c'est plus assurable, mais il n'y a plus de tissu économique. Et là, pour le coup, il y a un vrai problème politique, et je le conçois aussi, et pour autant, ça serait bien que cette discussion soit sur la table. Et ça nous permettrait après d'imaginer un système beaucoup plus équilibré, avec une juste répartition d'une charge qui est là, qui est certaine. Et justement, peut-être pour conclure cette table, quel avenir finalement entre le partenariat public-privé qu'avait évoqué Hélène Ndiaye à l'aune de ces adaptations du régime CatNat? Alors, en 32 secondes, vous avez posé la question de quel est le juste prix. Alors, ça veut dire qu'il y a une assurance. Et en fait, c'est cette assurance qu'il faut conserver. Quand on regarde la Floride, la Californie, il n'y a plus de juste prix parce qu'il n'y a plus d'assurance. Allstate, State Farm, Farmers, ils sont tous partis. Avec un système qui n'a pas fonctionné, un système de financement ex post qui n'a pas fonctionné. Nous, on a la chance d'avoir un régime de catastrophe naturelle qui fonctionne, un régime public-privé fondé sur la solidarité nationale. Et c'est un trésor national qu'il faut chérir. Et il faut tout faire pour le conserver. Alors, évidemment, le juste prix, c'est le prix qui permet la soutenabilité du régime. Et on a vu qu'on a substantiellement augmenté en décembre dernier le taux de surprime CatNat, qui est passé de 12 à 20% en gros. Est-ce que vous avez vu de la contestation sociale? Est-ce que ça a suscité non. Pourquoi? Parce que les gens ont compris et parce qu'il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait par Thierry, qui a été fait par l'ensemble des assureurs, qui a été fait par la CCR pour expliquer que ce système, il ne pouvait pas tenir avec une surprime à 12%.
Et une fois que vous faites ce travail de pédagogie, que vous expliquez ce que va financer la surprime, et vous embarquez le corps social et c'est ce qui s'est passé. Première chose. Deuxième chose, il y a évidemment le sujet de la prévention, parce que si on n'augmente pas considérablement les efforts de prévention, on courra après le financement sans jamais parvenir à équilibrer. Et donc ça, c'est un point essentiel. Et puis le dernier point, la mutualisation, parce que quel est le juste prix ? Le juste prix, c'est un prix que tout le monde peut payer. Et on voit bien que si on détricote ce fil de la mutualisation, vous allez avoir des gens qui ne vont pas payer grand-chose. Vous êtes à Paris, en étage élevé, dans un immeuble bien entretenu, votre habitation va bien, vous paierez une petite cotisation. Puis vous êtes dans une zone plus compliquée, et là, vous ne pourrez même plus vous payer d'assurance. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on est très attaché au maintien de la mutualisation du système de régime des catastrophes naturelles. Merci beaucoup. Donc, on va conclure ce deuxième échange. Merci Antoine Quentin pour ton intervention. Jamendo.com